Merci de nous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 4 septembre. Le prince Albert II a visité le chantier de Cala del Forte hier. La concession du port de Vintimille a été acquise par la principauté fin 2016 et devrait permettre d'offrir plus de place aux plaisanciers. Nous vous parlerons de cette nouveauté proposée par le Monaco Economic Board, une initiation à la culture d'un pays avant un futur déplacement. Du football, avec la présentation des dernières recrues de l'AS Monaco, Thiemoué Bakayoko et Jean-Kévin Augustin. Et enfin, nous rejoindrons Vanessa Dessy et notre invitée de la semaine, qui est aujourd'hui Isabelle Bonal, directeure de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Rendons-nous en Ligurie pour débuter ce journal et plus précisément à Vintimille pour faire un bilan d'étape du chantier du port acquis par la principauté il y a un peu plus de 2 ans. Cala del Forte va jouer un rôle majeur pour l'avenir des ports de Monaco. Plus de détails dans ce reportage. Il va constituer le 3e port de Monaco après Fontvieille et le port Hercule, mais il sera le premier à l'étranger. Fin 2016, la principauté a fait l'acquisition de la concession du port de Vintimille en Italie. Depuis cette date, les lieux, baptisés Cala del Forte, sont en chantier. Un chantier que son Altesse Sérénissime le Prince Albert II est venu visiter en présence de nombreuses personnalités monégasques et italiennes. L'occasion de découvrir l'avancée des travaux, mais également de se projeter vers ce à quoi ressemblera le futur complexe portuaire qui répond à un réel besoin pour Monaco. Ce nouveau port de Vintimille va nous permettre pratiquement de doubler notre capacité en grande taille, puisqu'on a ici, on aura 40 places pour des bateaux au-delà de 35 mètres. Donc ça nous fera déjà un poumon très important par rapport à nos besoins au port Hercule. Exploité par la Société des ports de Monaco, Cala del Forte offrira les mêmes prestations portuaires qu'en principauté. Il comportera 178 postes d'amarrage pour des bateaux de 6 à 70 mètres, 500 places de parking, 15 000 mètres carrés de promenades et jardins, ainsi que 3 800 mètres carrés de locaux à usage commercial. Le complexe sera livré en 2 temps avant d'être pleinement opérationnel en mai 2020. La livraison de la partie maritime, c'est-à-dire la possibilité d'amarrer des bateaux, va se faire à la fin de la présente année. Et puis dans la foulée et dans les 3-4 mois qui suivent le début de 2020, les commerces, les espaces verts et les différentes finitions vont être réalisées. Pour être pleinement opérationnel au début mai 2020, avec le début de la saison des réservations, puisque c'est la fin de l'hivernage et le début des mouvements de bateaux. En plus de résoudre la problématique de saturation dans le port Hercule et le port de Fontvieille, le port de Vintimille va dynamiser cette zone de Ligurie déjà très prisée des touristes. Le port change de visage jour après jour. Je peux m'en rendre compte car je vis à Vintimille depuis plus d'1 an et demi. Presque tous les jours, je suis arrêté par des riverains qui me demandent où en sont les travaux, que cela commence à prendre forme. Ils sont impatients eux aussi. Située à 7000 nautiques des ports monégasques, la Société d'exploitation des ports de Monaco compte mettre en place un système de navettes rapides depuis Vintimille pour ses usagers. Cala del Forte ne sera donc plus qu'à une dizaine de minutes de la principauté par la mer. S'initier à la culture d'un pays en vue d'un futur déplacement, c'est l'objectif de la nouveauté proposée aux membres du Monaco Economic Board. Hier, une formation était organisée sur les spécificités culturelles de la Russie et du Caucase. Un atout pour les membres afin de réussir au mieux leurs échanges professionnels avec leurs interlocuteurs. Les explications de Dominique Poulain. Le Monaco Economic Board va organiser courant septembre une mission à Rostov-sur-le-Don, une ville de l'ouest de la Russie. Les participants à cette mission économique assistent ce matin-là, dans les locaux du MEB, à une session d'information sur les particularités russes. La formation est dispensée par Anastasia Shevchenko, formatrice et fondatrice de la société La Classe. Elle leur apprend de nombreux codes ou protocoles. Nous pouvons arriver aux affaires, nous pouvons signer le contrat. Dès que nous allons comprendre la culture, nous pouvons
gérer les situations délicates parfois et nous pouvons communiquer plus efficacement avec des représentants de cette culture. C'est la première fois que le MEB propose à ses membres une formation sur les spécificités culturelles d'un pays. Il s'agit d'adopter les bonnes attitudes en société et dans le monde des affaires pour permettre de réussir les échanges professionnels avec les interlocuteurs de Rostov et du Caucase. Tout le principe, c'est d'armer autant que possible nos entreprises pour qu'elles puissent commercer à l'extérieur de Monaco, pour qu'elles puissent ramener de la richesse en principauté. Pour ça, il faut qu'elles aient autant d'armes que possible. Et ici, nous veillons à leur donner le maximum d'armes. Si le MEB entend soutenir le rythme des échanges entre Monaco et la Russie, cette formation a permis aux participants de la mission d'enrichir leurs connaissances. J'ai appris pas mal de choses sur l'attitude qui convient ou pas d'adopter vis-à-vis des Russes. On a beaucoup parlé du sourire, que si on lançait un sourire, il ne fallait pas forcément s'attendre à en recevoir un en retour, que ce n'était pas forcément non plus signe de mauvaises intentions. Donc beaucoup de choses sur le dit et le non-dit, le langage du corps également, sur l'attitude, sur l'apparence. Donc oui, une étude assez comparée des attitudes à adopter en considération de la nationalité de l'interlocuteur. Voilà. D'autres formations de ce type seront organisées dans les mois à venir pour les participants amenés à se déplacer dans les pays non européens. Je vous propose à présent de découvrir le reste de l'actualité en bref et en images. L'été est terminé pour les membres du gouvernement. Une semaine avant les élèves de la principauté, le ministre d'État ainsi que les conseillers de gouvernement se sont réunis pour le premier conseil de la rentrée. L'occasion de redonner une feuille de route pour les prochains mois et de faire le point sur les dossiers à venir. Suite des commémorations de la libération de la principauté avec une cérémonie du souvenir qui s'est déroulée comme le veut la tradition au cimetière de Monaco. Dépôt de couronne au monument aux morts et sur la tombe des héros monégasques de la résistance, René Borghini et Joseph Lajoux. Les autorités monégasques présentes se sont également réunies pour une prière aux morts et une minute de silence avant que les hymnes nationaux retentissent. Le coup de cœur des libraires nous plonge aujourd'hui dans l'ouvrage de Marie Darrieussecq qui, vous allez l'entendre, aborde un thème touchant, celui de la relation qui peut s'établir avec un réfugié. Le mieux, c'est que je vous décrive le départ de l'histoire pour vous donner envie de lire, parce que vraiment, il vaut le détour, ce livre. C'est quelqu'un qui part pour une croisière, donc c'est une habitante parisienne. Ça peut être vous et moi. En gros, on va dire que c'est une citadine d'une métropole, assez classique occidentale, qui, éprouve de bons sentiments, éprouve des choses pour les autres, a de l'empathie pour les autres, et part pour une croisière pour essayer de faire une pause dans sa vie. Sauf que, et là pour le coup, on est complètement dans l'actualité, le bateau de croisière va croiser l'embarcation de réfugiés qui sont en difficulté en mer, quoi. Donc ce bateau va être recueilli par le bateau de croisière, et de là va partir, si vous voulez, une relation qui va s'établir entre un des rescapés, donc Younes, et cette femme qui s'appelle Rose en l'occurrence, et un lien va s'établir. Profitons de la trêve internationale pour faire le point sur le mercato estival de l'AS Monaco. Plusieurs recrues sont venues compléter l'effectif monégasque. Les dernières en date, Timoué Bakayoko et Jean-Kévin Augustin. Ces deux recrues ont été présentées à la presse hier au centre d'entraînement de la Turbie. Reportage. L'été a été très animé du côté de la Turbie. Pour son premier mercato, Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco, a effectué un recrutement abouti avec des choix ambitieux. Le club de la Principauté a réussi un grand coup, par exemple, en achetant Ben Yedder au FC Séville. Slimani a lui aussi prouvé son rôle de renfort avec 3 buts inscrits depuis le début du championnat. Que cela soit sous forme d'achat ou de prêt, l'AS Monaco a mis la main à la poche pour éviter de revivre la saison de l'an dernier. So basically now the team is formed and donc je pense qu'aujourd'hui l'équipe est constituée, formée. Pour le prochain match, nous pourrons présenter un autre visage.
Les deux derniers arrivants s'appellent Thiemoué Bakayoko et Jean-Kévin Augustin. Le premier connaît bien le club pour y avoir évolué pendant 3 saisons avec le maillot rouge et blanc. Après avoir vécu de beaux moments avec l'AS Monaco, un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions, le milieu de terrain est de retour en principauté. Pas grand-chose à changer. Voilà, je connais la maison, je suis très très content d'être ici. Et je vais essayer d'aider le club à atteindre ses objectifs. Le départ de Falcao pour Galatasaray a permis l'arrivée de Jean-Kévin Augustin. Après 2 saisons en Bundesliga avec le RB Leipzig, l'attaquant débarque à Monaco sous forme de prêt, déterminé et ambitieux. C'est vrai que Falcao, c'est un très grand joueur. Après, je pense pas que je viens pour le remplacer ou quoi. En tout cas, je vais tout faire pour aider l'équipe, pour retrouver la victoire et tout le monde sera content. Imagine que tu souhaites au moins marquer autant de buts que lui. Oui, c'est sûr, en tant qu'attaquant, c'est sûr. Les 2 joueurs ont effectué leur premier entraînement à la Turbie cette semaine avec un groupe amputé de 8 joueurs partis en sélection. Une trêve internationale qui, on l'espère, sera bénéfique pour l'AS Monaco. Toujours sans victoire au compteur, les Monégasques reçoivent l'Olympique de Marseille le 15 septembre. Il est temps à présent de rejoindre Vanessa Dessy qui est en compagnie de notre invitée de la semaine, Isabelle Bonal, directeur de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports. Isabelle Bonal, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans ce tout nouvel établissement, l'Institut FANB, tout nouveau. Merci beaucoup. Collège, lycée FANB. Effectivement. Parce que le primaire est encore en haut sur le rocher. Alors, nous allons bien évidemment évoquer plusieurs dossiers ensemble, notamment liés à cette rentrée 2019. Commençons peut-être par la position du gouvernement princier liée à 2 objectifs français. Tout d'abord, l'école obligatoire à partir de 3 ans et des classes composées de 14 élèves. Alors, bien sûr, cela fait à peu près 1 an que nous avons étudié la possibilité de rendre obligatoire la scolarisation des enfants dès l'âge de 3 ans. Et nous en sommes arrivés à la conclusion suivante, c'est que quand nos élèves arrivent en CP, 70% des enfants âgés de 3 ans ont intégré la première année maternelle. 90% qui arrivent en CP ont intégré soit la moyenne section, soit la grande section. Donc, honnêtement, on peut dire que nos élèves, monégasques ou résidents, viennent spontanément s'inscrire à l'école. Alors, pourquoi la France a voulu absolument rendre obligatoire cette scolarisation en école maternelle? C'est qu'il y a vraiment des différences sociales. On ne peut pas parler d'enfants défavorisés, de milieux défavorisés, selon les différents quartiers de la principauté de Monaco. Donc, et puis nous n'avons pas non plus, nous avons beaucoup plus de moyens que la France, il faut dire ce qui est. Nos classes déjà sont très peu non chargées. Les élèves en CP, nous avons des classes à peu près de 20 élèves à 22 élèves. Et quand un élève est en difficulté, il est immédiatement pris seul ou par groupe de 2 ou 3 et nous lui donnons des cours de rémédiation pour combler ces lacunes. Pour les enfants qui viennent directement en CP, c'est-à-dire une minorité, c'est-à-dire 10%, c'est-à-dire qui n'ont jamais connu l'école maternelle, ces enfants rattrapent le retard au bout d'une année. Donc c'est pour cela que pour le moment, nous n'avons pas rendu, en tout cas cette année, l'école maternelle obligatoire. Maintenant, je dois quand même avouer qu'un élève qui est rentré en grande section est quand même favorisé par rapport à un enfant qui rentre directement en CP, parce qu'il a appris à se familiariser à l'école, il a appris à se lever tôt, il a appris à avoir des gestes d'écolier, et puis surtout, il y a un grand travail sur l'apprentissage de la lecture. Donc c'est évident que les parents ont compris tout cela à Monaco et qu'ils viennent spontanément les inscrire. L'école à 3 ans, vous savez que les enfants l'après-midi dorment. Généralement, ils ne vont pas, ils sont à l'école, ils mangent à la cantine et ils dorment. Donc ce n'est pas si grave que cela. Peut-être, si on rend l'école obligatoire, peut-être que nous demanderons à ce moment-là que les élèves intègrent la grande section, mais ça ne sera que 10% des élèves à scolariser. Madame Bonal, un mot peut-être sur cette réforme du baccalauréat. Est-ce que ça va finalement provoquer une certaine inquiétude au niveau du corps enseignant ?
Alors, au niveau de la réforme du bac, évidemment, il y a un an que ça a provoqué une petite inquiétude au niveau des professeurs, mais c'est tout à fait normal. Qui dit changement dit remise en question, aussi bien de la direction que des chefs d'établissement, que des professeurs, que des élèves. Donc, ça suscite forcément une inquiétude. Le tout, c'est d'accompagner les professeurs pour qu'ils ne se sentent pas inquiets. Ça a été le cas. Comme je le disais, je vous l'ai dit lors de ma conférence de presse, Madame Moreno, qui est directeur adjoint de l'Éducation nationale, jeunesse et sport, et le conseiller technique, M. Nicolas Rodier, sont allés au rectorat accompagner des chefs d'établissement de la principauté pour justement savoir en quoi consistait cette réforme du baccalauréat, voie générale et voie professionnelle. Fort de cela, immédiatement, quand ils sont venus, notre conseiller pédagogique, M. Pierre-Yves Guéraud, a immédiatement organisé des formations pour que tous les professeurs des lycées puissent aller avec leur chef d'établissement au rectorat se former. Nous avons eu aussi, lors du 3e trimestre, l'année dernière, des enseignants, des inspecteurs qui sont venus, notamment au lycée technique Hôtel de Monaco et au lycée Albert Ier, pour déjà parler aux professeurs. Lors du 1er trimestre, là, d'autres inspecteurs vont venir. Il y a la question du grand oral qui n'est pas encore clairement définie, qui est une épreuve finale en terminale, mais on a un an pour savoir en quoi va consister cette épreuve orale, qui, à mon avis, sera une question de culture générale. Mais pour le moment, nous ne savons pas plus. Mais tout est prêt, les professeurs sont prêts, on a tout mis les moyens humains, pédagogiques, on les a formés, donc il n'y aura aucun problème pour cette nouvelle réforme du bac, qui, à mon avis, était quand même nécessaire. Alors, vous l'avez un peu évoqué en début d'entretien. De quelle manière, finalement, est-ce qu'on peut rappeler la manière dont les élèves sont pris en charge, les élèves qui présentent finalement un trouble de l'apprentissage ou en situation de handicap? Comment sont-ils pris en charge en principauté? Alors, je vais vous dire, depuis 2011, quand j'ai pris mes fonctions, ça a été pour moi vraiment mon fer de lance. J'ai voulu vraiment aider tous les élèves ayant des faiblesses au niveau scolaire et aussi des troubles de l'apprentissage ou parfois des élèves handicapés. Je ne dis pas que rien n'était fait au préalable, bien entendu, mais on a voulu mettre un petit peu d'ordre. Donc, j'ai engagé une inspectrice d'académie qui avait l'habitude de s'occuper de ces élèves et avec tout mon service, on a mis en place alors plusieurs types d'aides. À savoir, pour les enfants qui avaient des difficultés dans certaines matières, de leur proposer ce qu'on appelle des PAI, des projets d'accueil individualisés, c'est-à-dire on leur propose des méthodes pédagogiques adaptées pour qu'ils puissent combler leurs lacunes. Et généralement, c'est suffisant. On en a quand même mis en place plus de 208 l'année dernière sur 5 780 élèves. Quand les enfants des troubles 10, ce sont des enfants qui n'ont aucun problème scolaire, mais qui ont des troubles 10, dyslexie, dyscalculie, dysphasie, par exemple, on n'en citait que quelques troubles 10. À ce moment-là, là encore, soit ils ont une aide de vie scolaire, ou alors, quand c'est vraiment trop sévère, on les met ce qu'on appelle dans des classes d'adaptation. C'est-à-dire qu'ils ont des professeurs spécialisés qui leur proposent des méthodes pédagogiques adaptées pour ces troubles 10. Et du coup, ils peuvent très facilement, dès la classe de CM1, CM2, à l'école Saint-Charles, puis après au collège Charles III, 6e, 5e, 3e, pouvoir suivre une scolarité tout à fait normale, mais avec ces méthodes tout à fait particulières. Et très souvent, ils réintègrent le cycle tout à fait normal au niveau du lycée. Et ils se sont sentis, comment dire, ils n'ont été ni en phobie scolaire, ils ont repris du poil de la bête, ils ont comblé leurs lacunes. Et ça, nous pouvons faire ce travail remarquable grâce aux affaires sociales, notamment à la DASO, qui nous donne un véritable coup de main. Sans jamais aucune discrimination, ça c'est important de le souligner. Aucune discrimination. Après, nous avons des enfants qui ont des troubles cognitifs et qui relèvent du handicap. Alors ces élèves, on leur met en place, il y a des classes spécialisées, ce qu'on appelle les classes d'AIS, c'est-à-dire que ce sont des classes dans lesquelles on travaille davantage le côté professionnel avec eux, plus que le côté théorique qui leur pose des problèmes. Bien entendu, ils ont toujours des enseignements généraux, mais on fait en sorte qu'ils aient déjà une vision de ce qu'ils feront plus tard. Donc, ils ont généralement des dispositions plus pratiques qu'intellectuelles. Et ça se passe très, très bien. Et on leur permet aussi, parce que parfois ils ont des déficiences dans certains champs pédagogiques, mais où d'autres ils sont tout à fait remarquables.
Donc, parfois, ils vont en inclusion dans des classes tout à fait traditionnelles. Donc, vous voyez, ils sont au collège Charles III avec les autres, pas de discrimination. Ils fréquentent d'autres amis en éducation physique s'ils peuvent le faire, en musique. Au niveau, parfois, j'ai même une élève qui est très forte, par exemple, en physique-chimie, qui suit des cours traditionnels de physique-chimie. Et donc, ces enfants-là on va plutôt les amener jusqu'à la 3e, jusqu'à vers 16 ans, pour qu'après, ils puissent avoir un travail professionnel à l'ado, ou par exemple dans des cuisines, ou par exemple intégrer plus tard la MAPI. Donc là encore, ce sont des enfants épanouis, heureux, des classes où vraiment ils sont 4 à 5 élèves par classe, un professeur spécialisé, parfois même 2, des éducateurs spécialisés. Donc il y a vraiment un accompagnement bienveillant et professionnel. Donc tous les enfants sont à leur place. Ceux qui n'ont pas de problème, on les stimule parce que là aussi, il ne faut pas non plus penser qu'aux enfants en difficulté. Il y a aussi des enfants qui ont un fort potentiel. Donc là aussi, on met en place, bien sûr, des méthodes pédagogiques, soit des sauts de classe, soit on essaye de leur permettre de faire des devoirs supplémentaires pour qu'ils puissent continuer à progresser. Des élèves qui ont des troubles 10 dans des classes bien spécifiques. Et aussi des enfants, par exemple, qui ont de grosses difficultés scolaires, mais qui n'ont pas de troubles cognitifs. Donc, ça s'appelle les classes de SECPA. Il y a 28 élèves au lycée technique hôtelier de Monaco, des élèves de la 6e à la 3e, qui suivent les mêmes enseignements, mais d'une manière un peu plus simplifiée. Et cette année, on a eu des résultats remarquables sur 8 élèves qui ont passé le DNB. 2 ne l'ont pas eu malheureusement, mais 6 l'ont eu. 1 a eu la mention très bien, vous vous rendez compte, au DNB, formidable. 1 mention bien, 2 mentions assez bien. Et ces élèves peuvent aussi réintégrer le professionnel par l'intermédiaire de formation en CAP ou un bac professionnel. Donc chaque enfant, selon les fragilités intellectuelles ou pédagogiques, ou parfois ce n'est que de la phobie scolaire, et sans oublier les enfants malades qui sont hospitalisés, nous avons un professeur monégasque spécialisé qui est Madame Bima, qui va régulièrement leur rendre visite à l'hôpital et qui donc leur permet de ne pas faire ce décrochage scolaire qui serait déplorable parce que parfois il reste 15 jours ou 1 mois. Donc là, on ne veut pas non plus les abandonner et en même temps, ça les occupe d'une manière tout à fait utile. Quel est finalement le bilan du dispositif Parcoursup pour notamment les lycéens ayant obtenu leur baccalauréat cette année? Alors déjà, le dispositif n'est pas achevé. C'est le 14 septembre que la plateforme va être close. Donc c'est-à-dire que pour le moment, alors déjà, nous avons de bons résultats. 99% des élèves qui se sont inscrits sur Parcoursup AFNB ont un vœu réalisé, donc c'est tout à fait remarquable. Au lycée Albert Ier, nous avons 94% et au lycée technique hôtelier de Monaco, 81%. Alors je vous explique, Parcoursup, tout le monde n'est pas obligé de s'inscrire à Parcoursup, même si nous, direction de l'éducation nationale, nous incitons les élèves, quoi qu'ils choisissent, à s'inscrire à Parcoursup. Mais parfois, ils ne veulent pas entendre raison parce qu'ils ont décidé d'aller faire des études, par exemple à l'ESA, à l'IUM, à Sciences Po, intégrer Sciences Po, bref, peu importe, Paris, Aix-en-Provence, etc. Donc, ils ne veulent pas s'inscrire à Parcoursup ou parfois, ils veulent faire des études à l'étranger, notamment en Angleterre, aux États-Unis, en Australie. Donc, ces élèves-là ne font pas partie de ces élèves qui se sont inscrits sur Parcoursup. Néanmoins, ils ont quand même eu le choix, parce que jusqu'à présent, je n'ai eu aucune plainte à ce jour. Pour les élèves, 80% pour le lycée technique hôtelier de Monaco. Ça, c'est assez normal, parce que parfois, avec un bac professionnel, on rentre directement à la vie active. Donc, parfois, ils essayent de demander d'intégrer un BTH, par exemple, un BTS, mais quand même, quand on est issu de la voie professionnelle, c'est plus difficile que quand on est issu de la voie technologique, la série technologique. Donc, pour le moment, je n'ai eu vent d'aucun enfant qui a été laissé sur le bord du chemin. Mais je pourrais vous en dire plus après le 14 septembre, quand on aura fait le bilan général. Mais je peux vous assurer que Mme Béatrice Auger, qui gère Parcoursup chez nous à la direction, les conseillers d'orientation des différents lycées, FNB, lycée Albert Ier, les professeurs principaux, les chefs d'établissement et les professeurs ont vraiment encadré nos élèves et bientôt ils auront à disposition un chatbot qui s'appelle Kaeso qui leur permettra de faire une présélection par eux-mêmes dès la classe de 3e.
Quel regard portez-vous finalement sur la programmation informatique dès la maternelle? Alors, moi, je trouve qu'on ne peut pas... il faut vivre dans la modernité. On ne peut pas faire fi du numérique. Néanmoins, il n'a jamais été proposé par la direction de faire un tout écran et tout numérique. Ce n'est pas du tout notre objectif. Mais aujourd'hui, le langage numérique, le langage informatique, c'est un langage comme une langue, si je puis dire, une langue anglaise, italienne, etc. On ne peut pas ne pas proposer à nos enfants d'être capables de comprendre le langage informatique. Maintenant, quand on parle de programmation dès la classe de 5 ans, soyons raisonnables, c'est 1 heure de formation par semaine. Les écrans sont choisis par nos soins et nous choisissons les meilleurs écrans pour pas que les écrans fassent du mal à la vue des enfants. La vision, c'est très important. Il ne s'agit pas d'acheter tout bon marché et n'importe comment. Pour les petits de grande section, nous allons faire de la programmation sur les bibots, c'est-à-dire une petite abeille qui ne supporte aucun écran. Et donc, si vous voulez, ça va être une initiation à la fois pour leur apprendre à s'initier, à se déplacer dans le temps et dans l'espace. Et puis, en même temps, le gadget, l'abeille, ils adorent les abeilles à cet âge-là. Donc, nous adaptons, nous faisons en sorte que selon l'âge, bien entendu, selon l'âge, la disposition de l'enfant, s'il est prédisposé ou pas, on ne va pas l'obliger à tout, dès la grande section, à programmer s'il ne veut pas. Mais on va l'accompagner, on va l'aider. Et ces programmations vont se faire en petits groupes et d'une manière collective, d'une manière tout à fait ludique. Et je peux vous assurer que les élèves aujourd'hui qui obtiennent leur baccalauréat et qui maîtrisent parfaitement les outils informatiques auront plus de chances dans l'avenir de trouver un travail que s'ils ne le maîtrisent pas. On ne peut plus aujourd'hui, je veux dire, les métiers de demain ne sont pas ceux d'hier. Donc, par la force des choses, il faut faire cette année, on va faire un travail énorme, grande section jusqu'à la 3e, travail de programmation, avec des professeurs très investis qui ont suivi des formations, avec un conseil pédagogique que nous avons recruté courant, j'espère, courant 2e trimestre, scientifique, qui a travaillé d'ailleurs chez Canopé et qui aidera les professeurs justement à accompagner les élèves le mieux possible et à rendre attractifs et utiles. Mais il est évident que notre objectif, ce n'est pas de leur apprendre à passer des journées entières sur leur écran et à calculer le nombre de crêpes qu'ils vont attraper à la seconde. Hein. Ça, ce n'est pas le but. Le but, c'est leur apprendre d'être des échos numériques, c'est-à-dire des échos citoyens. Le numérique, oui, mais dans quelles conditions on doit l'utiliser? Quel c'est ce langage? À quoi ça sert? Quels sont les dangers? Pourquoi on l'utilise? Voilà, c'est ça notre objectif. C'est en fait de les initier le mieux possible et de les avertir des aspects positifs et négatifs. Pour terminer, Isabelle Bonal, la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports a mis en place un projet pour les élèves cette année, pour le moins inattendu, innovant, la participation à la création d'un nanosatellite. Alors, je vous avoue que moi-même, je ne savais pas que j'allais participer à cette innovation. C'est M. Francesco Bongiovanni qui qui est un ancien élève d'Harvard, un ingénieur de grande qualité, qui a des amis qui travaillent dans cette société qui vient de s'installer, qui a de très beaux locaux à Fontvieille, Orbital Solutions Monaco, qui très généreusement, ils se sont spécialisés, si vous voulez, dans la création des mini-satellites. Parce que maintenant, il y a un nouveau domaine scientifique à explorer, c'est ce qu'on appelle le New Space. Donc il est venu, sachant la qualité de nos élèves, notamment des lycées Albert Ier, STI 2D, ou de nos élèves aussi du lycée technique qui ne sont pas en reste au niveau électrotechnique, et de nos élèves aussi au collège Charles III au niveau de la technologie. Donc on nous a proposé de faire un satellite miniature qui mesurera entre 1 cm et 10 cm, qui pèsera entre 1 et 10 kg, qu'on a l'intention d'envoyer en atmosphère avec un ballon sonde pour ramener des données sur le réchauffement climatique, un thème très cher au prince Albert. Donc, si ça se passe bien, nous allons faire des expérimentations. Et si ça se passe bien, des généreux donateurs de cette société vont pouvoir peut-être nous financer un satellite en orbite. Donc, pourquoi pas une présentation que nous ferons lors de l'exposition universelle 2020.
Mais moi, j'avoue que tout ce qui est nouveau, tout ce qui est novateur, et ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un projet interdisciplinaire qui associe à la fois des qualités scientifiques, mais aussi en anglais. Vous voyez, donc à la fois, il faut être bon manuellement, il faut comprendre, il faut avoir aussi comprendre à quoi ça sert d'avoir un satellite, quelle est la mission du satellite. On va pouvoir aussi les solliciter au niveau du numérique, au niveau de l'électrotechnique. Donc tout ça fait que ça va être un travail interdisciplinaire et en plus en langue anglaise. Donc je trouve que c'est tout à fait remarquable et je suis très sensible, et le Conseil de gouvernement pour l'intérieur aussi est très sensible à cette proposition qui est, je dois dire, sensationnelle. Hein. C'est quand même, on a beaucoup de chance d'avoir été approché pour vivre cette expérience. Je vous en dirai plus longtemps. Oui, et quand ça sera fait, j'espère que vous viendrez les filmer. Bien sûr, j'allais le dire, Monaco Info sera là, on sera au rendez-vous. C'est une première à Monaco. C'est vrai. Isabelle Bonal, merci pour cet entretien. Nous vous souhaitons évidemment une très belle rentrée 2019. Merci, au revoir. Merci mesdames pour ce point sur la rentrée scolaire en principauté, une rentrée que vous suivrez bien évidemment sur Monaco Info dès lundi. Découvrons à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Après un début de semaine sous un large soleil, les prochains jours s'annoncent plus gris. Jeudi, arrivée de larges nuages sur l'ensemble du littoral. Pas d'amélioration prévue pour vendredi et des températures en nette baisse. Durant le week-end, dans toujours maussade avec risque d'averses orageuses. Retour très timide du soleil prévu en début de semaine prochaine. Ce journal touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur nos réseaux sociaux. À très bientôt sur Monaco Info.